La première chose, tu l'as dit Caroline, c'est l'idée qu'il n'y a pas de baguette magique, et qu'il n'y aura pas de baguette magique. Et donc toute cette idée que l'épidémie pourrait prendre fin grâce à une vaccination miraculeuse, arriver en super urgence, grâce à des investissements massifs dans des technologies modernes, c'est une illusion. C'est la première illusion que vous pouvez avoir. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Il s'agit d'aller regarder le réel. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est toxique? Donc sur la vaccination, on a actuellement les injections à visée immunogène d'ARN messager. On ne peut pas vraiment appeler ça vaccination, parce qu'en fait, c'est vous qui allez produire la particule virale, le spike, pour qu'ensuite, votre propre corps aille faire des anticorps contre cette partie-là. Et donc, on vous injecte un ARN messager, c'est-à-dire le message lui-même. Qu'est-ce qu'on a comme recul? On a le recul des données des laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes, que ce soit Pfizer ou Pfizer. Vous savez qu'il y a Pfizer-BioNTech d'un côté et de l'autre côté Moderna, qui ont donné lieu à des investissements absolument massifs et qui sont soutenus par des multinationales du médicament, de la vaccination ou même de l'information, de la data. Et qui finalement sont des entreprises qui ont été condamnées à de nombreuses reprises, déjà pour savoir d'où ils parlent, pour falsification de données, pour commission occulte, c'est-à-dire d'avoir donné de l'argent à des gens en charge de prendre des décisions à haut niveau de responsabilité pour que les décisions soient influencées. Une sorte de lobbyisme qui frise la corruption, si vous voulez. Ça s'appelle commission occulte. Donc ils ont été condamnés en 2009 à 2,3 milliards d'euros d'amende, de dollars pardon, d'amende aux États-Unis. C'est pas rien, 2,3 milliards. Hein. Je parle même pas de millions. Et on pourrait se dire, on leur a tapé sur les doigts, ils ont pris les leçons. Mais en fait, les 10 dernières années, il y a eu plus de 800 millions de dollars d'amende pour Pfizer toujours, hein, pour les mêmes faits. Ça veut dire que c'est intégré à leur business model. C'est intégré à leur balance de compte de résultats. On peut se permettre tant d'amendes, on gagnera quand même suffisamment d'argent. Et sur une vaccination à 7 milliards d'humains, vous imaginez que la marge est confortable, surtout dans quelque chose qui est finalement assez peu coûteux à produire. Voilà d'où on tire nos données. Et pour le moment, ce sont les seules données disponibles, puisque les données de l'Agence européenne du médicament qui a fourni l'AMM conditionnelle sont les données de Pfizer. Et les données de l'agence française qui s'appelle l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui a avalisé l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech sur le territoire français, sont liées aux données de l'Agence européenne du médicament, donc aux données de Pfizer. Donc vous n'avez que les données de Pfizer. Donc vous écoutez quelqu'un qui est à la fois menteur et tricheur, et il faudrait lui faire confiance. Ben non, mais ça ne vous empêche pas de l'écouter. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent dans leur discussion avec l'Agence européenne du médicament déjà qu'il y a 3 warnings principaux qui sont dans le dossier d'AMM conditionnel, donc d'autorisation de mise sur le marché conditionnel. Ces 3 warnings principaux sont autour du fait que la technique de fabrication de l'ARN passe d'abord par la fabrication d'ADN, et qu'ensuite d'ARN, et une purification. Combien est-ce qu'il reste d'ADN? Et est-ce que cet ADN risque de s'intégrer, puisque l'ADN peut beaucoup plus facilement rentrer dans le noyau d'une cellule que l'ARN? Pfizer répond... C'est la fameuse purification de l'ADN du vaccin, une purification qui est censée être à 90%, 95%. Alors c'est encore autre chose, le 90% c'est l'efficacité, mais la purification on ne sait pas en fait. On ne sait pas à quel pourcentage il est purifié, c'est-à-dire que le matériel génétique est intègre finalement, c'est ça que ça veut dire? Il y a de l'ADN et il y a de l'ARN, il y a les deux. Il y a la séquence de synthèse, il reste les éléments intermédiaires de la synthèse, c'est-à-dire une partie d'ADN. Et combien il en reste, ils nous répondent on ne sait pas. Et donc l'Agence européenne du médicament dit bon bah on va faire une étude jusqu'en 2023 alors pour voir, chez les gens, pour voir s'il y a des effets secondaires. Ok, étude jusqu'en 2023. Deuxième élément, on fabrique l'ARN pour Spike, qui est cette protéine qui forme la couronne hein, du coronavirus, qu'on voit qui dépasse et qui sert de clé d'entrée dans la cellule. Ouais. Et cette protéine, on fait un ARN qui code pour la protéine entière. Sauf qu'il y a des petits morceaux d'ARN qui, eux, vont coder pour des tout petits morceaux de spike, parce que ce n'est pas aller jusqu'au bout dans le process industriel de synthèse. Et donc vous avez un mélange d'ARN messager qui code bien pour tout spike, et puis des impuretés qui codent pour des tout petits morceaux. Ces tout petits morceaux, vous allez quand même faire des anticorps contre. Et ça peut être à l'origine de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Parce que justement, ces tout petits morceaux sont très aspécifiques. Ils peuvent peut-être ressembler à autre chose dans votre corps. Comment ils fonctionnent ces morceaux? Les petits morceaux, c'est juste que vous avez de l'ARN, un message, un code. C'est le plan de montage, si vous voulez. Le plan de montage pour l'ARN. Sauf que dans la fabrication, le plan de montage, il faisait 15 pages.
Et bien là, il y a une page, quand on l'a répliqué plusieurs fois pour mettre des piles de dossiers de 15 pages, il y en a quelques-unes qui se sont envolées et qui sont une page de ci, une page de ça, une page de ça. Mais à la fin, votre corps, qui est l'usine de fabrication, va quand même fabriquer ces petits morceaux-là. C'est ce qu'on appelle la tempête de cytokine. Alors, Alors non, ça c'est encore autre chose. est-ce que Mais tu peux nous on expliquer peut... ce phénomène? Parce qu'il y a de nombreux chercheurs qui, de plus en plus, alarment sur ce fait. Ouais, alors je vraiment... vais peut-être aller plus vite sur les traitements, mais je voudrais juste finir sur les traitements, si tu me permets. Merci. Donc voilà le deuxième warning, et qui dit étude jusqu'en 2023 pour connaître les effets secondaires. Plus ça veut dire que pour connaître ces effets secondaires liés à la fabrication de ce vaccin, qui est finalement une fabrication d'une nouvelle technologie, parce que voilà, on n'a jamais testé à grande échelle. Donc pour bien comprendre ce que tu disais, c'est-à-dire que ces petits bouts de code, comme un code informatique qui se baladeraient, qui sont un peu des impuretés, des petites choses, on ne sait pas trop ce qu'elles font. On a la garantie de rien. On ne sait même pas dans quelle proportion elles sont dans la recette. C'est assez consternant. Présenté comme ça donne envie à personne, j'imagine, de alors, tenter le coup. On pourrait se dire que peut-être c'est anodin. Est-ce que c'est anodin? Est-ce que ça pourrait l'être? Ça pourrait l'être, on ne sait pas. La seule clé, pour moi, la plus importante, c'est l'idée du consentement éclairé. C'est-à-dire que les gens doivent savoir ce qu'on leur injecte et dans quel, en fait, ils sont dans un essai thérapeutique de phase 3. Et on ne leur dit pas, quand vous avez la vague fiche d'informations donnée dans les EHPAD aux gens en disant ça va vous sauver de tout, c'est juste mensonger, c'est des fake news. On ne leur dit pas, vous êtes dans 3 essais qui durent jusqu'en 2023 pour savoir qu'est-ce que font ces petits morceaux d'ADN sur votre corps, qu'est-ce que font ces petits morceaux d'ARN sur votre corps, qu'est-ce que font les nanoparticules lipidiques, les excipients. C'est le 3e warning de l'Agence européenne du médicament qui dit mais il y a 2 excipients qui sont tout neufs, qu'on n'a jamais utilisés pour stabiliser les ARN, qui sont ce qu'on appelle des nanoparticules lipidiques. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien c'est pareil, étude jusqu'en 2023. La moindre des choses, c'est que le médecin qui informe ou le soignant qui informe le patient lui dise vous êtes en fait dans une recherche jusqu'en 2023 pour savoir. On peut dire que c'est du coup les Français, les Européens sont des cobayes? À mon sens, oui, vraiment. Je pense qu'ils sont pris dans une recherche biomédicale sans leur consentement. Or, c'est exactement ce qui a été reproché aux médecins nazis pendant les tribunaux de Nuremberg. C'est exactement ce qui a été reproché aux médecins qui avaient conduit une expérimentation qui s'appelle les sacrifiés d'Alabama. Alors on est à Marseille, au lieu de l'hydroxychloroquine, voilà, avec l'IHU de Marseille, bien évidemment, qui a fait énormément de remous. On a reproché aux équipes de l'IHU de Marseille de faire ces expérimentations sans faire de tests en double aveugle, randomisés, tout ce qu'on nous a asséné. Et puis là, pour les vaccins, cette rigueur ne serait pas exigée? Exactement, vraiment? Il y a un double standard en fait. Et un double standard entretenu par les mêmes personnes. C'est ça qui est consternant. C'est-à-dire que les mêmes censeurs de la méthodologie médicale et de recherche clinique, en fait, ne l'appliquent pas sur la problématique vaccinale. Et donc là, on a un problème, c'est qu'on est vraiment dans du dogme. Je voudrais revenir juste sur un point, c'est que l'AMM conditionnelle dont on parle, elle est liée. Pourquoi elle est conditionnelle? Elle est conditionnelle parce qu'en fait, elle va beaucoup plus vite que tout ce qu'on aurait fait normalement. Et on s'autorise à le faire en disant c'est très grave, il faut aller vite, et on n'a aucun traitement. Et ça, c'est la vraie condition, c'est il n'y a pas de traitement. C'est pas explicité exactement comme ça dans la l'AMM conditionnelle, mais c'est ça que ça veut dire. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que AMM, c'est autorisation de mise en marché. sur le marché, voilà, parce que la plupart des gens ne savent peut-être pas. Merci. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette AMM devrait tomber s'il y a le moindre traitement qui fonctionne. Et qu'est-ce que vous observez, à la fois dans la recherche biomédicale, la publication médicale, la mise en place des études par des grandes instances, leur interprétation par les médias, par le grand public, vous observez le fait qu'on ne peut pas trouver de traitement qui fonctionnerait de manière précoce. On peut chercher en réa. La réa, peu importe, c'est le bout du chemin. Ça n'influencera pas une politique vaccinale. Et donc on peut chercher sur des MAP, des anticorps monoclonaux, on peut chercher sur des injections de plasma de patients guéris, on peut chercher sur le tocilizumab, des anti-IL1, des anti-JAK, des médicaments qui ont une toxicité énorme potentielle, un gain potentiel aussi. Et donc là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même publier sur le sujet. Par contre, prendre des gens qui sont positifs et leur éviter d'aller vers la gravité, et notamment les gens à risque, tous ceux dont on a parlé tout à l'heure, les obèses, hypertendus, diabétiques, plus de 75 ans, immunodéprimés pour une raison ou une autre, c'est ceux-là chez qui il faut faire un traitement précoce. Et c'est sur cet aspect-là que le narratif insiste en disant il n'y a pas de traitement précoce.
Donc c'est comme si c'était un préalable psychologique pour préparer les gens au pire finalement. Donc Exactement. il Et n'y a pour- rien pour éviter le pire. Donc finalement, la vaccination apparaîtrait comme la seule solution. Exactement. Mais c'est le discours qu'il y a eu depuis le départ. Ouais. Vous avez remarqué que les médias vous ont dit « Nous sommes face à une nouvelle épidémie, c'est très grave. Nous ne pouvons rien faire. Notre système de santé est dépassé. Les gens meurent par paquets de sang en réanimation. Nous n'avons aucun traitement. Seul le vaccin nous sauvera. » Vaccination Voilà. dont les essais n'ont pas été faits en double aveugle, c'est ce que tu nous expliquais. Ouais, alors la Voilà. vaccination, on peut en parler, c'est pas forcément l'enjeu de tout cet entretien, mais on peut aller plus loin sur la juste clore vaccination, sur ce effectivement. point-là, parce qu'en effet, les essais n'ont pas du tout été effectués comme il se devrait. Il faut bien Oui, comprendre ça, que on a la compris. vaccination, en fait, c'est des vaccinations. Il y a différents types de Voilà, vaccinations. voilà. Les ARN messagers, il y a l'adénovirus de chimpanzé avec de l'ADN dedans, une sorte de chimère génétique qui est fabriquée, et qui est notamment le vaccin d'AstraZeneca, le Shadox 1. Pour le moment, c'est cela qu'on a de disponible. Pour le moment, les données sur ces vaccins-là, comme je vous ai dit, sont fournies par les laboratoires d'un côté, et c'est tout. Et ces données, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles parlent toujours de la même chose, elles parlent de la diminution des formes bénignes à modérées. Bon, ok, mais c'est pas ça là qui nous intéresse, c'est les formes graves. Sauf que si vous allez chercher les formes graves, comme elles sont quand même relativement rares, vous n'aurez jamais 90% d'efficacité, 95% d'efficacité. D'autant que, encore une fois, ça fait partie de l'AMM conditionnelle de dire le vaccin doit être efficace à plus de 50%. Donc si vous trouvez des efficacités un peu minables, vous n'aurez pas le droit d'avoir une AMM conditionnelle. Donc on ne cherche pas sur ces formes graves. Donc, chaque fois que vous avez des résultats qui vous disent ça diminue les hospitalisations en réa, ça diminue les hospitalisations, ça diminue les décès, tout ça sont des fake news. Ce ne sont pas les résultats des essais de phase 3. Il suffit de lire l'AMM conditionnelle. Et donc vous ne pouvez rien dire sur ce sujet-là. Quand on vous dit « Ah oui, mais chez les vieux, c'est très important », dans l'étude de Pfizer-BioNTech de phase 3, les plus de 75 ans, les effets étaient non significatifs. C'est-à-dire que l'efficacité oscillait entre moins 18 et 100%. Ça veut dire que vous passiez la barre du zéro en termes de statistiques, c'est-à-dire je ne peux pas conclure. Je ne sais pas si c'est toxique ou bénéfique. Donc quand on écrit sur les consentements éclairés, vous êtes une personne âgée, c'est particulièrement chez vous que c'est utile, en fait, vous n'en savez rien. Vous n'en savez juste rien au niveau scientifique, ça n'est pas rigoureux. Enfin, sur la contagiosité, quand on vous brandit l'argument de vous vaccinez pas pour vous, mais pour les autres. Déjà, le bon sens devrait vous dire, vous rentrez dans un restaurant où tout le monde est vacciné, vous êtes le seul pas vacciné. Qui vous allez mettre en danger? Donc ça n'a aucun sens en vrai. L'autre chose, c'est que c'est un argument de culpabilité qui est le retour du péché culpabilisateur abandonné par l'Église depuis 200 ans, comme la botte de Nevers des vaccinolâtres, des gens qui veulent vous imposer la vaccination et vous casser le bras dans le dos, et qui n'a rien à voir avec la science, qui seraient des arguments moraux. Alors il ne s'agit pas d'arguments moraux dans cette histoire, il s'agit d'arguments scientifiques, d'efficacité, de bénéfice-risque, et on ne doit pas tomber dans des arguments moraux, parce que si on tombe dans des arguments moraux ou éthiques, dans ce cas-là, c'est une décision démocratique. Et elle ne doit pas être préemptée par des scientistes qui vont prendre la décision pour vous. Si un référendum d'initiative citoyenne décide qu'il faut qu'on vaccine comme ci ou comme ça, en étant bien éclairé, en ayant bien discuté, dans ce cas-là, je pense que c'est légitime en démocratie. Pas un conseil de guerre, un conseil scientifique au conflit d'intérêts qu'on peut discuter, pas des médecins de plateau télévisé, et ni même le prince. Ça n'a pas été le mandat qui a été donné au prince jusqu'ici. Donc ça, et autre chose sur cette idée que ce serait altruiste, c'est qu'aucun des essais, pour aucun des vaccins qu'on a cités jusqu'ici, ne montre qu'il diminue la contagiosité. Donc c'est juste nul et non avenu. Et pour clore, parce qu'en effet, notre rencontre, on souhaite la déplier autour de pans qui sont bien plus larges que cette simple baguette magique qui n'en est pas une. Mais quid quand même de la flambée de cytokines? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'en plus, il y aura un emballement immunitaire qui ferait que... Alors ça encore plus vient délétère essayer que ce que d'expliquer une tu, grosse partie de ce que c'est que la maladie. Oui, La maladie n'est merci. pas liée au virus directement, elle est liée au fait que le virus déclenche une réaction inflammatoire dans le corps désordonnée, qui est cet orage cytokinique. Pour les gens, le cytokine, qu'est-ce que c'est? C'est ces petites molécules qui déclenchent l'inflammation, qui servent de médiateurs inflammatoires pour que le système immunitaire organise sa défense. Or, l'orage cytokinique, c'est justement quand la défense est complètement désorganisée. D'un coup, le système immunitaire fait n'importe quoi et se rebelle contre lui-même et contre le corps lui-même et va déclencher de l'inflammation dans les vaisseaux notamment, ce qu'on appelle une vascularite et une capillarite.
dans les capillaires des vaisseaux. Donc c'est une maladie des vaisseaux, une maladie de l'inflammation. Et effectivement, Spike lui-même pourrait déclencher ça. Mais ça, on est sur les risques potentiellement de la vaccination, hein, si c'est ça dont tu veux me faire parler. Et effectivement, les risques potentiels sont importants. On sait déjà que le choc anaphylactique au moment de l'injection est aux alentours de 1 pour 100 000, ce qui est 10 fois plus que dans les vaccinations contre la grippe annuelle, par exemple. On sait déjà qu'il y a 2,8% d'effets secondaires dans les 5 premiers jours de grade 3 pour le CDC aux États-Unis, sur les 5 premiers jours de vaccination. Pour info, en France, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont arrêté la vaccination, Ouais. puisque à peu près 20 ou 25% des personnels soignants vaccinés étaient en arrêt maladie. Tout à fait, à Saint-Lô, à d'autres Après, endroits. ouais. Vraisemblablement, il y a quelque chose. Mais c'est du bon sens. Vous utilisez une nouvelle technologie dans la précipitation et la peur. Ça ne veut pas Est-ce dire qu'elle est complètement inutile. Ça veut Oui, dire oui. juste il faut le faire bien, il faut le faire avec Il faut intelligence. travailler encore, Faut pas on est faire encore n'importe quoi. en phase de test. Est-ce que ces vaccins, bon, un petit peu pour clore cette petite parenthèse, ils peuvent provoquer la maladie elle-même? Est-ce qu'ils peuvent rendre positifs les gens au test PCR? Et est-ce qu'ils pourraient même provoquer l'apparition de variants? Il y a des chercheurs, on est en train de finaliser un article sur cette question, puisqu'il y a des indices qui nous ont montré qu'il y a des synchronicités temporelles, il y a des convergences entre les vaccinations avec certains vaccins et l'apparition de certains variants. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tout à fait. Alors effectivement, il y a plusieurs choses dans l'actualité qui suggèrent, que ce soit en Israël, que ce soit en Grande-Bretagne ou ailleurs, qui suggéreraient qu'il y a une recrudescence de formes graves après la vaccination. Bon, je ne sais pas conclure là-dessus, je ne peux pas vous dire. Je peux juste, effectivement, c'est un sujet de warning. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut monitorer de manière très fine les effets secondaires. Or, pour le moment, vous avez peut-être entendu parler du fait que la plateforme de déclaration des effets secondaires était tombée en panne pendant plusieurs jours, voilà, il n'y a pas forcément un suivi qui serait suffisamment carré de tous les gens qui reçoivent cette injection à visée immunogène. Parce qu'il serait facile de ne pas voir ou de faire semblant de ne pas voir.